Bonjour à tous, merci pour, votre présence, en ce début d'après-midi. Donc aujourd'hui, on va voir, ensemble, un petit focus sur la stabilisation de la bière, mais surtout sur comment est-ce qu'on peut aller chercher à, augmenter sa production, sans forcément impacter la qualité de son produit et surtout sans faire des investissements trop lourds. Hem voilà, comme d'habitude, on fait ça en partenariat avec, Brasseurs de France. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et j'espère que la série de webinaires vous plaît toujours autant. Donc pour présenter rapidement Brasseurs de France, donc on a un syndicat de producteurs de bière depuis 1878 représentant les brasseries artisanales, familiales et historiques. On est une équipe de 6 collaborateurs et on a un président. Et donc pour toutes les questions suite au webinaire, vous pouvez me les poser par mail, mais je crois que tout le monde a mon mail ici. Et si tu peux passer à la seconde slide, c'est nickel. Et donc du coup, on a plutôt 4 gros services. Donc, je pense que vous les connaissez, mais je vais vous faire un petit rappel. On a tout ce qui est promotion de la catégorie au global, donc via et de vous, hein, via des concours, le tourisme brassicole, des événements, des dossiers de presse, des relations presse. On a tout ce qui est réglementaire, fiscalité et développement durable. Donc, si vous avez des problèmes avec vos étiquettes, si vous avez des questions, si vous voulez avoir de l'aide sur la fiscalité ou si vous avez des questions sur vos obligations environnementales, on peut y répondre. On a tout ce qui est social. Donc, on a la convention collective, les contrats de travail, d'apprentissage, les aides sur la formation. On peut vous répondre vraiment rapidement là-dessus. Et on a un gros service qui est tout ce qui est défense de la profession auprès des institutions publiques françaises, des instances européennes. Et on essaye de soutenir et de développer la filière donc, du houblonnier aux clients CHR. Nous, à l'IFBM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie, on a eu 60 ans l'année dernière. On va travailler sur, plusieurs choses, différentes. À savoir, on est un institut indépendant, association loi 1901. On a aussi le groupe Keltec qui participe à tout ce qui va être, analyse du secteur agroalimentaire, mais aussi pour ce qui nous intéresse, la filière, orge malte bière. Et puis pour, tout ce qui va toucher un petit peu plus précisément à IFBM, on va travailler sur quoi? On va travailler sur, de la formation à tout niveau en brasserie et en malterie, mais aussi sur les boissons sans alcool. On travaille à tout ce qui va être analyse de matières premières, jusqu'à la bière, donc ça va être de la physico, de la microbio, ça peut être de la recherche de pesticides et tout ce qui s'ensuit. On a aussi un pôle de R&D, sur, le travail des recettes, sur le travail des procédés, des matières premières, et puis on a une partie expertise, qui vise à accompagner les brasseries. Voilà, vous avez une petite liste des exemples des brasseries et des entreprises qui nous ont fait confiance, ces dernières années, avec qui on a travaillé pour développer les projets. Donc si on reprend un petit peu notre sujet, donc dans notre sujet, sur, comment est-ce qu'on va pouvoir, augmenter notre production, et stabiliser tout ça. On va commencer par regarder, des indicateurs. Donc les premiers indicateurs seront, le rendement en brasserie, les freintes et puis, des indicateurs de qualité. Ensuite, dans un deuxième point, on ira regarder comment est-ce qu'on peut optimiser notre recette et enfin, on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir stabiliser notre produit, aller chercher du volume à un coût, plus bas que celui qu'on a, peut-être, actuellement. On va donc commencer par le rendement. Hem, donc le rendement en brasserie, on va pouvoir parler de plusieurs rendements. Ici, je vais vous proposer de travailler avec un rendement spécifique. Alors pourquoi est-ce que déjà le rendement nous intéresse? Le rendement qu'on va appeler aussi, taux d'extraction, il va, représenter l'efficacité d'extraction qu'on va avoir fait sur notre malt, sur notre matière première au moment du brassage. Il se trouve que notre malt, c'est une des matières premières qu'on va utiliser. Elle est de qualité variable, et donc d'une année à l'autre, d'un lot à un autre sur la même année, on va avoir une qualité de malt qui va différer
Et si on ne la prend pas forcément en compte, on n'est pas forcément capable de pouvoir arriver à produire tout le temps dans une linéarité et répéter le même produit. Donc l'idée, c'est de commencer à réfléchir à quel est mon taux d'extraction de brasserie. Et en fonction de mon taux d'extraction de brasserie, je vais pouvoir un petit peu plus précisément regarder la qualité de mon malt et savoir, bon bah celui-là il a un petit peu moins d'extrait, je vais en utiliser un petit peu plus, pardon. Celui-là il a beaucoup plus d'extrait, donc je vais pouvoir réduire les quantités pour tout le temps sortir les mêmes volumes à la même densité. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce calcul? Je vous ai résumé la formule qui peut faire un petit peu peur au premier abord, mais elle est relativement simple et on va se l'expliquer assez rapidement. La première chose à faire, c'est de connaître le volume qu'on a brassé, le volume à chaud qui a été brassé. Donc le volume à chaud qui a été brassé, c'est celui qui est mesuré dans le whirlpool par exemple. Pour pouvoir rabattre ce volume à 20 degrés, on applique un coefficient à 0,96. Ça va permettre d'abaisser le coefficient d'expansion à la chaleur. Voilà. Deuxième point, il faut connaître la densité de notre mou. Ça, normalement, vous avez tous la densité de votre mou. Alors, il y a une petite spécificité, c'est qu'ici, il va falloir avoir la densité exprimée en kilos par hectolitre ou en grammes pour 100 millilitres. Cette donnée, vous pouvez l'avoir à partir de votre densité spécifique ou à partir de votre densité en degrés plateau, en passant par la table de Goldiner et Kleeman, un petit tableau qui permet de faire la comparaison. Donc on multiplie ces trois indices entre eux, et on va diviser tout ça par le poids du malt qu'on va avoir utilisé, et ce que notre fournisseur dit qu'on a comme extrait dans notre malt, ce qu'on appelle la matière sèche fournisseur, qui s'exprime en pourcent, le tout remultiplié par 1 moins l'humidité de notre malt. Voilà, en pourcentage toujours. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette formule. L'idée, c'est que cette formule, vous la rentrez dans un fichier Excel et à chaque brassin, on va observer et on va mesurer le taux d'extraction qu'on a appliqué. Évidemment, c'est un taux d'extraction qui va varier. Sur les bières fortes, je vais avoir un taux d'extraction un petit peu plus faible. Sur les bières faibles, je vais avoir un taux d'extraction un petit peu plus fort. C'est normal, ça va dépendre de comment on a brassé. Et puis même d'un brasseur à un autre, sur les machines un petit peu plus manuelles, on va avoir des taux d'extraction qui vont varier un petit peu. Et l'idée, c'est d'arriver à lisser et à lisser aussi la quantité de malt qu'on va pouvoir utiliser. Donc c'est un très bon indicateur qu'on peut commencer à mettre en place dans sa brasserie. Ensuite, on verra un petit peu plus tard dans la présentation comment est-ce qu'on peut adapter notre quantité de malt grâce à ce taux d'extraction. Un rendement, on va se situer à peu près, si on veut se donner un bon rendement, on va se situer à quelque chose autour de 85 à 95 de taux d'extraction produit au brassage. On se donne un bon taux d'extraction, dépendant de sa salle à brasser, de l'automatisation qu'on va avoir, etc. On va travailler entre 85 et 95 L'idée, c'est d'aller le plus loin possible pour pouvoir optimiser un maximum notre journée de travail. Quelques pistes qu'on peut se donner pour augmenter notre rendement. La première chose, très courante, qu'on rencontre beaucoup, nous, à IFBM, quand on intervient pour venir accompagner les brasseries sur leur process, c'est le concassage. On se donne généralement en brasserie une règle, c'est de se dire bon bah la filtration c'est long, c'est compliqué, ça peut colmater. Qu'est-ce que je fais? Bah du coup, j'augmente mon concassage, je rends quelque chose d'un petit peu plus grossier, comme ça j'ai moins de soucis. C'est une bonne idée, mais c'est surtout une fausse bonne idée parce qu'en fait, plus je vais faire un concassage grossier, plus je vais avoir besoin de mettre du malt parce qu'en fait, plus mes morceaux sont gros, moins je vais aller chercher l'amidon qu'il y a à l'intérieur. Donc l'idée, elle est plutôt d'aller affiner son concassage jusqu'au bout et de faire de plus en plus fin jusqu'à la limite acceptable qu'on va avoir sur notre salle à brasser. Et donc, l'idée, c'est plus c'est fin, mieux on a, mieux sera notre rendement. Une petite astuce que vous pouvez faire, c'est venir faire un test à l'iode sur vos drèches pour pouvoir vérifier si l'iode devient violette, c'est qu'on a encore de l'amidon qui n'a pas été extrait au moment de la macération. Alors toujours sur la filtration, qui est vraiment la clé pour aller chercher du rendement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire? Première chose, adapter sa vitesse de filtration. Donc je vous ai proposé un petit tableau qui vient résumer, quand on va travailler avec un premier mou et 3 rinçages, qui vient résumer des vitesses de mou
en litres par mètre carré par minute. Alors ça veut dire que vous êtes tous capables d'aller utiliser cette donnée parce qu'il y a les mètres carrés qui sont pris en compte. Donc c'est la surface de votre cuve filtre qui va déterminer la vitesse du mou dans votre filtration. Alors cette idée, c'est de se dire en fait le premier mou doit être le plus lent possible, hein. Généralement, l'étape de vitesse de filtration du premier mou va durer jusqu'à 45 minutes à 60 minutes d'extraction du premier mou de manière à pas colmater notre mou. Surtout parce qu'on a quelque chose de très concentré, de très dense et donc de très visqueux. Dès qu'on commence les rinçages, on va rajouter de l'eau, donc on va baisser la viscosité, on va enlever de la densité, on va pouvoir accélérer le rythme. Et donc voilà, d'autres vitesses de mou proposées, adaptées à la taille de votre cuve filtre. On va aussi pouvoir déclencher les couteaux en surface de notre gâteau à la fin du premier mou. Dès la fin du premier mou, on va pouvoir venir agiter, découper lentement en vitesse lente dans le premier tiers, les 10 premiers centimètres de notre gâteau pour pouvoir aller chercher 1 à 2 de rendement en plus. Rincer avec de l'eau chaude, hein, la plus chaude possible jusqu'à 78 degrés pour pouvoir abaisser un maximum la viscosité et pour pouvoir aller extraire tous les sucres qui sont présents dans le gâteau. Et puis, un dernier point, c'est d'aller surveiller la densité de son dernier mou, donc les derniers jus qui vont couler de notre gâteau. C'est de vérifier qu'on est autour de 1,5 plateau. Si on est au-dessus, c'est qu'on n'a pas forcément extrait tous les sucres qui étaient présents, c'est qu'on a eu des chemins préférentiels, c'est qu'on n'est pas allé chercher tout ce qu'on pouvait chercher. Donc là, il y a un travail à faire. Si on est en dessous, par contre, on risque d'aller chercher, ok, plus de sucre, mais aussi plus de tout ce qui accompagne les sucres, c'est-à-dire les matières astringentes et les composés indésirables. Donc c'est pour ça qu'on se donne cette cible de 1,5 plateau. Donc ça, c'était pour le rendement. Et puis maintenant, on va aller observer les freintes. Donc les freintes, la première chose à faire, c'est les identifier. Où est-ce que j'ai des pertes de produits sur mon process? Donc j'en ai identifié 5 principales. Évidemment, c'est spécifique à chaque brasserie, mais on va essayer d'explorer quelques petits points que toutes les brasseries peuvent aller vérifier de leur côté. Donc on a le whirlpool, on a les transferts, on a les purges des fermenteurs, on a la filtration qui peut aussi être un axe de freinte, et puis évidemment on a l'embouteillage sur lequel on va aussi retrouver des freintes. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ces freintes? Par exemple, au niveau du whirlpool, c'est quoi la freinte? La freinte, c'est le houblon et le trub qui absorbe trop de liquide. Et donc, j'arrive pas, je perds du liquide à chaque fin du mou, à chaque fin de brassage. C'est pas arrangeant, ou alors mon trub n'est pas assez compact. Et pour éviter d'envoyer des particules de trub dans l'échangeur à plaques, je m'arrête plus tôt. Alors comment on peut faire? Premier point, on va pouvoir essayer de corriger notre pH à l'ébullition autour de 5,3 avec un acide alimentaire autorisé, avec du calcium. L'idée, c'est que 5,3 va nous aider à avoir un trub beaucoup plus compact pour pouvoir bien tasser tout ça et arriver à extraire le mou clarifié autour. Autre solution, on peut utiliser des auxiliaires pour mieux précipiter. Ces auxiliaires peuvent être du calcium, des carragénanes ou alors différentes colles comme la PVPP ou la silice. Hein, toujours dans l'idée de venir bien compacter notre gâteau de trub pour pouvoir étirer le mou. Et puis enfin, une solution logique elle aussi, mais qui mérite d'être réfléchie, c'est utiliser moins de houblon au moment du whirlpool. Hein, c'est de vérifier, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'on arrive à ressentir toute l'aromatique que mon houblon apporte au whirlpool, ou est-ce que celui-ci se fait quand même évaporer par un début de fermentation trop vigoureux avec du CO2, dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose que je le mette au whirlpool, ce houblon aromatique. Il y a quelque chose à réfléchir et essayer d'aller chercher, je ne sais pas, 1 hecto, 2 hectos en plus à la fin de mon whirlpool, à la fin de l'année. Ça peut venir vous aider. Ensuite, au niveau des transferts, au niveau des transferts, quelques pratiques relativement simples. En connaissant les volumes de vos tuyauteries et de vos conduites, hein, je vous ai mis un petit rappel de comment est-ce qu'on peut calculer ça. Donc un volume de cylindre, c'est pi fois son rayon au carré fois sa longueur. Donc par exemple un tuyau qui fait 6 mètres de diamètre 50, on va avoir 12 litres à l'intérieur. D'accord? Ces 12 litres qu'on va pas aller chercher, hein, vous allez voir 12 litres combien ça représente en carton, en quantité de bouteilles, en quantité de bouteilles de 33, 75, etc.
Pour pouvoir aller récupérer ce volume-là, eh ben, on va aller chercher à faire des pousses. Ces pousses peuvent être à l'eau ou au CO2 et on va pouvoir aller gratter à chaque endroit, éviter d'avoir un contenu, qui reste, dans nos tuyauteries. Pour pouvoir faire ça de la manière la plus hygiénique possible, nous, à IFBM, on propose d'utiliser un système avec des vannes en T, hein, c'est-à-dire que par exemple, on a un transfert, par exemple, du point 1 ici, on passe par une pompe, on traverse et puis on va jusqu'au deuxième fermenteur, au point 2 ou à la tank de garde. Pour pouvoir faire notre pousse à l'eau, mais aussi nos nettoyages, on fixe un système de vanne en T qui va nous permettre, une fois le transfert terminé, on a encore du mou ou de la bière dans la tuyauterie, on ferme cette vanne, on envoie notre air, surtout pas d'air, notre eau ou notre CO2 à travers la conduite pour venir pousser à l'intérieur du tank de réception. Donc ça va vous permettre de limiter encore les freins au niveau de vos transferts, surtout quand il y a des grandes conduites, des grands tuyaux à traverser et d'aller tout chercher. Ensuite, au niveau des purges, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Bah, tout simplement, pour éviter d'avoir une bière trop trouble, hein, l'idée c'est, avant même de commencer à réfléchir à la stabiliser, à venir faire de la centrifugation, de la filtration et cetera, bah, c'est tout simplement bien mener ces purges, bien éliminer les levures, mortes à 24 heures après l'ensemencement, hein, d'accord? On retrouve, sur le petit schéma ici différentes purges en fonction du moment, heu, de process en fermentation. Donc ici, on recommande de faire une purge à 24 heures. Ça, c'est tout simplement pour purger le trouble à froid qui a précipité pendant le refroidissement à l'échangeur à plaques, mais aussi les levures mortes. Ces levures mortes qui sont les premières qui viennent, de l'ensemencement, qui n'ont pas résisté au changement de milieu et qui vont sédimenter. Pour éviter d'avoir un trouble qui reste en suspension, on les enlève dans les 24 heures qui suivent. En garde froide ensuite, on va faire une bonne purge le jour de la garde froide, hein, quand la bière a atteint la bonne température. Et ensuite, on va chercher à purger tous les 2 jours plutôt que faire une seule grosse purge. Ça va permettre, entre toutes les 48 heures, à la levure qui était un petit peu en suspension, qu'on aimerait éliminer, mais qu'on n'arrive pas parce que elle est mélangée à de la bière, bah, ça va lui permettre de bien sédimenter tous les 2 jours, toutes les 48 heures. On l'élimine. Dès que ça devient un petit peu trouble et que c'est de la levure en suspension avec de la bière, on arrête la purge, puis on recommence 2 jours plus tard. Et enfin, le dernier point, mener une bonne purge, c'est pas simplement ouvrir la vanne et regarder ce qui sort, c'est aussi éviter ce phénomène de faire un puits dans nos couches de levure, hein. Là, vous voyez, on a le bas d'un cylindre conique, et nous, ce qu'on veut éliminer, c'est toutes les couches. Le problème, c'est que si je tire trop vite et trop fort, je vais faire un espèce de puits qui va faire que toute la bière sera très rapidement avalée et pas le reste. Pour ce faire, on recommande aussi l'utilisation d'un petit réducteur sur, la vanne, de purge totale pour éviter d'avoir ce phénomène de puits et arriver à enlever les couches vraiment toutes ensemble. Et enfin sur l'embouteillage, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme point? Bon, moi, le premier qui, vous fera peut-être sourire, mais c'est connaître sa machine et bien noter ses réglages, très important. Je connais, mon format de bouteille, je connais mon format de bouteille 75 et mon format de bouteille 33. Ils ont chacun un réglage, ils ont chacun des temps de balayage, des temps, de remplissage qui sont donnés et tout ça, il faut pouvoir les noter, les partager, entre les différents opérateurs qui vont travailler. Deuxième point, démarrer en vitesse lente, le plus froid possible, hein. On va même aller jusqu'à isoler sa tuyauterie. L'idée, c'est de pouvoir, au début, envoyer de la bière doucement, pas surmoussée, jusqu'à ce que la machine soit bien refroidie, pour pouvoir ensuite soutirer en vitesse un petit peu plus accélérée. Et enfin, on va chercher à se fixer des objectifs en freinte et à suivre ces freintes. À nouveau, on va quantifier tout ça. On va demander à nos opérateurs de quantifier, de suivre les freintes. Ce sera à l'aide d'un débitmètre en entrée, un débitmètre qui va mesurer le volume qui rentre dans la soutireuse et un comptage de bouteilles qu'on va ensuite multiplier par le volume contenu dans les bouteilles pour vérifier si ça correspond, si on a eu des freintes de bouteilles, si on a eu des freintes dans les tuyauteries, etc.
Pour nous aider, à identifier aussi les endroits où pourrait avoir, des freintes ou alors des pertes de produits et de qualité, on a des indicateurs qualité, eux. Je les ai résumés, sur, cette slide. L'idée de départ, c'est on anticipe nos problèmes. Donc en brasserie, pour anticiper les problèmes, 3 outils relativement simples. On a un premier, c'est la densité. Le suivi de la densité pendant toute la fermentation, là sur le graphe à nouveau de fermentation, on va retrouver en jaune notre densité apparente dans le fermenteur. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une densité limite, une atténuation limite, c'est-à-dire qu'on va forcer le mou à fermenter dans un Erlenmeyer en agitation continue à 25 degrés. On aura donc la densité très rapidement, au bout de 48 heures. Ça va nous permettre de piloter nos fermentations, de savoir que ma fermentation, dès qu'elle a atteint la même densité, que dans mon test, bah, je fais 3 jours de plus de garde simili-chaude pour vérifier que ça va pas descendre plus bas, que j'ai pas eu une contamination ou quoi, et ça va me permettre de libérer, de mettre en garde beaucoup plus rapidement, de m'assurer que ma fermentation elle est terminée, de m'assurer que je vais pas avoir de problème, tant au niveau d'une contamination qu'une fermentation arrêtée ou qu'une fermentation que je laisse trop longtemps dans mon fermenteur à température élevée. Deuxième point que vous allez pouvoir suivre, le pH. Hein, le pH, c'est un bon indicateur aussi. Il va passer de 5,2 en début de fermentation, en fin d'ébullition, à 4,2, 4,5 en fermentation classique. D'une manière générale, on part du principe qu'un pH inférieur à 4, on a un problème. Il va falloir analyser notre produit au niveau microbio, c'est qu'on a des organismes non souhaités qui se développent dedans. Puis enfin, un dernier point, c'est le point de l'oxygène, hein, avoir un oxymètre qui va permettre de mesurer la quantité d'oxygène dissous dans le produit. On se donne pour cible maximum dans la littérature 200 ppb. Hein, on essaie de travailler avec une reprise maximum, plutôt dans le courant, à 100 ppb pour conserver le produit le plus longtemps possible et anticiper des problèmes derrière. Toujours dans l'optique d'aller gagner du temps sur son brassage, sur sa fermentation, pouvoir libérer plus rapidement les tanks et donc rebrasser rapidement dedans. L'atténuation limite, hein, le test d'atténuation limite que vous faites ici, vous permettra de libérer plus rapidement les fermenteurs et donc de pouvoir enchaîner plus facilement les semaines de production entre elles. Le suivi des freins, comment ça peut se représenter? Bah, toujours avec, votre logiciel, de tableur, préféré. Donc on va pouvoir le faire par qualité de bière, hein. Un des meilleurs indicateurs, c'est de le faire par qualité de bière. Donc par exemple, ici, je vous ai mis, ce qu'on a pu suivre chez nous. On les classe par ale, dry hopé, filtré et lager. Et donc on voit que les grosses freintes, ça se fait où? Bah, ça se fait plus sur les ale, plus sur le dry hop, hein, de manière générale, on va le voir que ça c'est un des axes qu'on va pouvoir, surveiller aussi. Les freintes, c'est aussi la sensibilisation des équipes, de production à essayer de garder le plus de produits possible. Donc il y a, tout un travail pédagogique aussi à faire avec les équipes. Donc on est parti, hein, de ce grand tableau-là, qui est rempli, régulièrement par, le responsable production. Heu, qui nous permet d'avoir une moyenne de freinte et de faire des travails. Donc là, par exemple, on sait qu'on va devoir travailler, sur le dry hop et que la filtration nous permet aussi d'avoir, une quantité de freinte la plus basse, de toutes. Si on prend maintenant le point d'optimisation de recettes, le point d'optimisation de recettes va nous permettre de regarder, donc on a déjà dit en fonction du rendement, l'utilisation de notre malt. Un bon réflexe à avoir, c'est de systématiquement demander les fiches produits, de votre, lot de malt, donc les fiches d'analyse du lot de malt. On va essayer de prendre en compte le taux d'extraction de notre malt. Donc l'idée, que j'essaie de faire passer à travers cette slide, c'est d'arriver à comparer, le prix à la qualité du malt que vous allez regarder. Donc on va regarder l'extrait, on va regarder la friabilité, la viscosité, les bêta-glucanes, et d'autres paramètres. Et c'est pas forcément se dire: «Le malt le moins cher, le plus de retour, sur investissement je vais avoir», mais c'est plutôt de se dire: «Voilà,
ce malt, il est peut-être un peu plus cher, mais derrière, je vais arriver à sortir un produit qui va avoir plus de densité pour la même quantité de malt que celui du fournisseur d'avant. Donc, essayez d'avoir cette réflexion autour de vos lots, autour de vos fournisseurs, pour pouvoir travailler le mieux possible. Au niveau du houblon, bon, bah, au niveau du houblon, on a 2 axes de travail, on a l'amérisant et l'aromatique. Sur l'amérisant, on va chercher à l'utiliser sur la durée totale de l'ébullition pour augmenter un maximum le rendement d'extraction et d'isomérisation de nos acides alpha. 30 minutes de houblonnage amérisant, je vais devoir en mettre plus que si je fais un houblonnage amérisant sur 60 minutes pour la même quantité d'amertume que je veux extraire. Donc là, il y a déjà une réflexion à avoir, de se dire comment est-ce que je peux diminuer la quantité de produits, de matières premières de houblon à utiliser et chercher à obtenir un houblon amérisant à fort taux d'alpha pour éviter d'avoir cet effet éponge du houblon qui va absorber trop de mou et qui à la fin, toujours au whirlpool, va me créer des problèmes de fratte. Sur l'aromatique, on a aussi un petit peu le même souci à chaud, comme à froid. On va chercher à optimiser la forme du houblon qu'on utilise pour éviter d'avoir cette absorption, de mou ou de bière par le houblon. On a une moyenne de 0,9 litres absorbés par 1 kilo de houblon au dry hop comme au bloc chaud. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et on peut aussi chercher à optimiser les dry hop. Si on continue d'utiliser une forme solide du houblon, donc sur le pellet, que ce soit du T45, avec deux fois moins pardon, de matière foliaire que le T90, on peut faire plusieurs dry hop courts qui seront plus efficaces en aromatique et qui vont demander moins de houblon pour le produit final. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, je vais avoir moins de freinte au moment de mes dry hop. On peut aussi aller réfléchir à des utilisations de produits dérivés type huile, par exemple, les huiles essentielles du houblon qui vont aromatiser la bière. Au niveau de la levure, plusieurs questions vont se poser. Est-ce que j'utilise une levure de helle? Est-ce que j'utilise une levure de lager? Alors déjà, c'est le style de la bière qui va le définir, ça c'est sûr, mais on peut déjà se donner des pistes en se disant euh, une lager, c'est une bière qui va mieux floculer, donc ça veut dire que les purges sont moins importantes, et donc je vais perdre moins de produits. Par contre, il y a la problématique que une grande partie des lagers vont avoir un temps de fermentation qui est plus lent. Donc on a une utilisation de tank qui est plus lent, donc il faut arriver à contrebalancer l'un versus l'autre. Est-ce que j'utilise ma levure liquide ou est-ce que je l'utilise ma levure sèche? Il se trouve que en liquide, on a un démarrage beaucoup plus rapide de la fermentation, donc on va pouvoir évacuer plus rapidement nos fermenteurs et qu'on a une moins bonne floculation, surtout sur les lagers, avec de la levure sèche que de la levure liquide. Donc c'est un autre point à prendre en compte là-dessus. Et toujours sur le liquide, la réutilisation donc de levure pâteuse et liquide qu'on va passer d'un brassin à un autre, et je vous invite à regarder le webinaire sur la levure à ce sujet-là, va permettre d'avoir un démarrage plus rapide et donc une évacuation du produit plus rapide aussi, ce qui va permettre de pouvoir enchaîner les semaines de production plus rapidement. On en arrive au sujet de la stabilisation sur la bière, ce qui va nous permettre de discuter, à commencer par la garde froide et les bonnes pratiques. Donc, essentiel pour toute stabilisation, on va chercher à descendre entre -2 et 2 degrés Celsius pendant minimum 5 jours pour avoir une bonne sédimentation de nos levures et éviter d'avoir trop de pertes parce qu'on a une partie de la bière qui est complètement trouble et qu'on est obligé de jeter. Donc pour ce faire, on va bien coller tout ça avec une garde froide et faire les purges régulières comme on a vu précédemment. On retient aussi qu'une garde qui est terminée à la brasserie, c'est une bière qui va moins bouger dans son contenant et donc c'est une DDM qui va se retrouver plus longue sur le produit. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut même se donner, aller plus loin dans cette idée-là et se dire que une bière, dès qu'elle est dans son contenant, c'est le compte à rebours qui démarre. Tant qu'elle reste dans le fermenteur à froid en garde, dans une certaine limite, on garde un produit qui va rester stable dans le temps. Donc ça peut aller aussi à
je conserve mes bouteilles et mes fûts en chambre froide, ce qui a un coût aussi. Mais il y a aussi l'idée d'aller chercher à garder, en fermenteur plutôt qu'en contenant, jusqu'à, utilisation du produit. Donc on peut se dire: «Ah bah, un fermenteur un petit peu plus, grand en volume qui fait 2 fois, 3 fois mon volume de brassage ou un tank de garde dans lequel j'empile et puis je tire mes fûts au fur et à mesure», par exemple, ça peut être une bonne idée pour éviter d'avoir à jeter des fûts en fin de saison qui auront trop bougé à cause des chaleurs alors qu'ils auraient été conservés, comme il faut dans un fermenteur. Pour stabiliser, on a la solution d'utiliser des auxiliaires aussi. Ces auxiliaires vont permettre d'accélérer le temps de fabrication, hein, ils vont accélérer la sédimentation, la clarification de la bière, tout en conservant sa qualité. On en retrouve 3 principaux. On va retrouver la PVPP qui va se combiner au polyphénol et faire précipiter. L'avantage de la PVPP, c'est ça va pouvoir se régénérer et se réutiliser d'un brassin à un autre. On retrouve les enzymes de clarification qui vont empêcher la cassure de se former et donc garder, le produit clarifié plus rapidement. En plus de ça, on a la possibilité de venir dégrader le gluten avec certaines enzymes de clarification, ce qui peut aussi être intéressant, sur le produit. Et toujours en auxiliaire, on retrouve aussi la silice, gel de silice, qui va avoir une action sur les protéines, qui va permettre de préserver les polyphénols, donc potentiellement de protéger notre bière du vieillissement, de l'oxydation, s'il y en a une, et de pouvoir prolonger un petit peu la durée de vie de notre produit. On a donc la garde froide, une action avec des auxiliaires et puis on a la possibilité d'avoir une action mécanique sur notre produit. Cette action mécanique, on peut la faire via la centrifugation. Donc l'idée, c'est d'aller séparer, les matières solides de nos matières liquides, c'est-à-dire de la bière, heu, en tournant des bols à grande vitesse. La centrifugation a l'avantage d'avoir une altération gustative moindre. Point d'attention sur la centrifugation, l'oxygène, hein, évidemment, et puis le dégazage de notre produit. Donc, une centrif, c'est aussi un investissement dans un oxymètre et un CO2 mètre pour pouvoir aller vérifier ces paramètres-là. En action mécanique, on retrouve aussi la filtration. La filtration, trois grands types. La filtration avec de l'alivionnage, qu'on connaît principalement sous forme de Kieselguhr en brasserie, la filtration tangentielle et la filtration à membrane. Ces 3 vont pouvoir permettre d'atteindre des turbidités assez faibles, à l'issue de leur utilisation, hein. Si on compare, on va vraiment avoir les 3 filtrations qui vont se retrouver ici. La centrif, on sortira jamais quelque chose d'aussi poli qu'en filtration et la garde froide, on n'aura pas non plus le même résultat. Si on essaie de comparer ces méthodes entre elles, hein, si on part de la garde froide centrifugeuse, Kieselguhr tangentielle et membrane. On peut regarder, au niveau investissement, hein, pour demain, qu'est-ce que ça va représenter? Donc avec les plus chers que sont la centrifugeuse et la filtration tangentielle, qui demandent de l'automatisme, qui demandent des outils assez, pointus. Kieselguhr et membrane, on va plutôt se retrouver au-dessus de 10 000, et la garde froide, pas vraiment d'investissement, le coût du tank de garde qui peut être un cylindre conique. Au niveau des freintes, par contre, c'est la garde froide qui pêche, c'est là où on a le plus de freintes par rapport à nos 4 autres actions mécaniques. Ensuite, on va pouvoir comparer le coût de production, qui est assez intéressant parce que, par exemple, sur la filtration en Kieselguhr, j'ai besoin d'avoir du Kieselguhr à apporter en permanence. Donc ça veut dire que j'ai ça, et puis c'est un déchet qu'il va falloir traiter aussi. Sur la filtration sur membrane, j'ai généralement des membranes en carton, des cartouches à rajouter et à changer au bout de X hectolitres. Donc il y a aussi un coût qui peut être en production plus élevé que ce qu'on pensait. Et donc il faut pouvoir comparer l'investissement versus le coût de production qu'on va avoir, ainsi que le temps de travail qui va être fait dessus. Donc la garde froide, c'est 5 à 10 jours, mais c'est un temps plutôt masqué, en tout cas sur les 5 premiers jours. La centrifugeuse, ça va être une demi-journée. Kieselguhr, carton, on est sur une journée complète, on va avoir un gros temps de préparation et de nettoyage en amont, en aval. Et puis le tangentiel, c'est généralement des temps masqués parce que ça se fait de manière très automatisée maintenant.
Dernier point qu'on va pouvoir, faire pour améliorer la stabilisation, de notre produit et donc sa durée de vie et donc pouvoir proposer des produits qu'on va pouvoir brasser plus tôt dans l'année et qui vont quand même se vendre aux mêmes périodes sans avoir bougé, c'est l'action biologique en plus d'une action mécanique. L'action biologique, elle va se faire via la pasteurisation. Donc on a 2 types de pasteurisation, la pasteurisation flash et la pasteurisation tunnel. Donc la pasteurisation en tunnel va nous permettre de pasteuriser le contenu et le contenant. On a un étiquetage qui est un petit peu plus facile, on a moins de condensation et puis on peut vérifier les fuites facilement. Par contre, c'est quelque chose qui prend de la place, on a une grosse destruction aromatique et puis c'est un investissement conséquent. Sur le flash, c'est quelque chose de moins coûteux à l'utilisation et à l'investissement. On monte beaucoup moins longtemps notre produit à température élevée, hein. On va durer 30 secondes à peu près, sur la majorité des flashs. Donc on a une destruction aromatique qui est relativement faible par rapport à la pasteurisation tunnel. Moins de place au sol demandé, on a une belle récupération d'énergie. Par contre, on ne pasteurise pas le contenant, si nos bouteilles, ont des soucis, on va aussi avoir un souci sur notre produit parce qu'on peut pas prévenir, ça grâce à la flash pasteurisation. Deuxième moyen de 3 moyen pardon de faire une action biologique, c'est la filtration stérilisante qui est un petit peu l'équivalent d'un flash pasteurisateur. On va moins dégrader les arômes de notre produit. On va aussi avoir un impact, énergétique beaucoup moindre, même si on doit utiliser des consommables et surtout, on a besoin d'avoir des modules de filtration de tailles différentes, pour finir jusqu'à 0,4 microns pour la bière. Donc il va falloir que je commence à 10, puis je descende à 5, puis je descende à 2, puis je descende à 0,4. Donc il veut dire qu'il me faut des modules de filtration qui se suivent pour pouvoir avoir une vraie action stérilisante sur mon produit. Ces types d'actions-là permettraient du coup de prolonger aussi la durée de vie. Donc si on se résume un petit peu toute cette, petite présentation, on a vu plein de choses différentes. La première chose en place, si on veut mener un plan d'action, sur, pouvoir augmenter sa production sans forcément investir dans une nouvelle brasserie ou des nouveaux fermenteurs, c'est de mettre en place un suivi. On va commencer à suivre ses rendements systématiquement à chaque brassin. On va pouvoir commencer à suivre les freins à chaque, production aussi et puis mettre en place des suivis de qualité. La majorité des brasseries ont déjà, le moyen de suivre le pH, le moyen de suivre la densité. L'oxygène, ça peut être quelque chose en plus, ça peut être, une réflexion à avoir pour les investissements, 2024, en fonction des volumes qui veulent être atteints. Une fois qu'on a mis en place ce suivi, on a la possibilité de pouvoir identifier les goulots d'étranglement, c'est-à-dire les endroits où la bière, se retrouve bloquée trop longtemps, en tout cas pour pouvoir sortir plus rapidement le produit. Souvent, hein, si on veut aller, regarder, ça va être la garde, le conditionnement. Donc c'est à ces 2 moments-là qu'on peut essayer de réfléchir à optimiser, notre investissement et notre temps de travail. Donc sur le conditionnement, difficile à part changer, sa machine de conditionnement. Par contre, sur la garde, on peut mettre en place des solutions à court terme, hein. Si c'est pas fait, bah, du collage, des bonnes purges, adapter les recettes pour pouvoir, avoir des bières qui vont sédimenter plus rapidement, qui vont fermenter plus rapidement et sur le long terme, on va réfléchir à un investissement dans un outil qui va nous permettre de prolonger la DDM et de pouvoir accélérer la production. Donc on fait d'une pierre deux coups pour pouvoir, avoir, du stockage en produit et produire plus facilement, notamment pendant les saisons basses et faire du stock. La question, ce sera du coup, est-ce que j'ai besoin d'un outil de clarification? Est-ce que j'ai besoin de nouveaux fermenteurs? Il y a cette réflexion-là à avoir, sur l'augmentation de ces volumes. Voilà, j'espère qu'on a vu à peu près le ce que vous souhaitiez voir sur ça. Évidemment, il y a plein d'autres, paramètres qu'on pourrait aller explorer, je c'est pas du tout, exhaustif et on peut en parler là à travers les questions à la fin de cette présentation. Merci encore pour votre attention et puis, je suis à vous.